Bonjour, allez, on va commencer à parler du changement d'état. Vous n'êtes pas sans savoir que la matière a trois états différents: solide, liquide, gazeux. En vérité, il y a même un quatrième, c'est le plasma, mais c'est un truc très à part, donc on n'y touchera pas. Pour changer d'état, en fait, on va changer un petit peu la température et la pression. C'est les deux caractéristiques qui vont rentrer en compte pour faire évoluer mon corps. Ces changements d'état peuvent être résumés en fait sur un petit graphique, et on va pouvoir voir par exemple que pour passer de solide à liquide, on va avoir une fusion, de liquide à solide, on va avoir une solidification. Chaque transformation va avoir un nom particulier, et il va y avoir d'autres transformations, on va le voir un peu par la suite. Généralement, quand on fait de la production mécanique, on va s'intéresser essentiellement à la fusion et à la solidification. Pourquoi? Parce qu'on va faire par exemple fondre du métal, et donc là on aura notre fusion, et après on va le faire refroidir, et donc on va faire une solidification, et on va essayer de gérer justement à quelle vitesse on le fait refroidir pour avoir la bonne cristallographie, etc. Bon, ça c'est un détail. Ou on peut faire par exemple sur l'impression 3D. Je vais pouvoir faire chauffer mon plastique jusqu'à le faire fondre, je le pose, il solidifie, j'obtiens la forme que je veux. Voilà. Donc en fabrication, ce sera surtout ce mode-là, ces deux transformations-là, solidification et fusion, qu'on va pouvoir s'intéresser. Par contre, lorsqu'on va faire de la conception générale, on va s'intéresser aux autres transformations. Par exemple, il y avait un sujet de thèse que je trouvais super intéressant, ça remonte à des années, c'était de réussir à trouver un moyen de pouvoir refroidir un système sans dépenser d'énergie. Pour ça, en fait, on récupérait l'énergie que l'on voulait jeter, on le récupérait à l'aide d'un liquide. Ce liquide, en prenant la température, allait se vaporiser. Ensuite, on avait une source froide, donc c'était l'extérieur, qui allait permettre de redonner cette énergie, et à ce moment-là, il allait se liquéfier. Et pour réussir à faire cette circulation-là, on allait utiliser une sorte de petit sucre, et par capillarité, j'allais aspirer un petit peu mon liquide, et ensuite, pendant qu'il y avait cette aspiration, en fait, c'est là où il allait se vaporiser, et du coup, ça me permettait d'avoir un gaz qui allait pouvoir circuler, et je faisais mon cycle de cette manière-là. Super intéressant. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Donc vous connaissez sûrement en fait à quelle température l'eau va passer de solide à liquide. De la glace à l'eau, eh bien c'est à 0 degré approximativement. De la même manière, on va pouvoir vaporiser en fait cette eau, on va pouvoir l'évaporer, et donc pour ça, c'est aux alentours de 100 degrés, approximativement. Chaque matériau va avoir des températures pour changer d'état en fait qui vont être différentes, ça leur appartient, et donc on peut se poser la question en fait des autres matériaux. Par exemple, le beurre. À quelle température est-ce que le beurre va fondre? Moi, je m'en fous du beurre. Moi, ce que je veux, c'est savoir que l'acier va commencer à fondre à 1150 degrés, ou bien que le PLA a fondu à 200 degrés. Ça va m'intéresser. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est que le métal, il rentre en fusion, qu'il suinte par tous les joints. Moi, je veux sentir l'huile, là, qui pue parce que c'est en train de surchauffer, que ça carbonise. Je veux entendre le couinement, là, du métal sur métal parce qu'il y a une dilatation qui n'était pas prévue. Ça me plaît. Ça me plaît. Le beurre, on s'en fout du beurre. Bon, allez. Générique, je vais me calmer. Tous les matériaux ne sont pas égaux. Il y a des matériaux qui vont avoir besoin de plus d'énergie ou moins d'énergie pour arriver à une même température. C'est-à-dire que je vais donner par exemple 10 kJ, si j'ai du cuivre ou j'ai du béton, eh bien, ils ne vont pas s'élever à la même température. Il y en a certains qui vont monter plus que d'autres. Ça, c'est crucial, et ça vient d'une caractéristique qui est propre à chaque matériau. C'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Cette capacité peut être massique ou elle peut être molaire. Alors, nous, clairement, on n'est pas en train de travailler sur des moles, on n'est pas sur des petites quantités, on va travailler sur du gros, et donc nous, on utilisera toujours la capacité qui sera massique, en kilos. Okay. En plus de ça, normalement, la capacité va varier. Bon, déjà, selon son état, si je suis en solide ou si je suis en liquide ou en gazeux, ce ne sera pas du tout la même capacité, et en plus de ça, ça va fluctuer en fonction de est-ce que ma transformation se fait à pression constante, elle se fait à volume constant. Nous, ça, on va s'en affranchir, on va travailler essentiellement sur du solide, et comme on travaille sur du solide, ben en fait c'est toujours à volume constant, et la pression ne va pas avoir un énorme impact dessus non plus, ce sera toujours la même valeur. On va rester simple. Entre ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui veulent tout défaire, eh bien nous allons bien faire. La formule qui va me permettre de connaître l'énergie nécessaire pour faire monter en température mon matériau va être celle-ci. Q va être égal à la masse fois la
capacité thermique fois delta T. Delta T, c'est uniquement la température finale moins la température initiale. Peu importe comment j'ai atteint mon objectif, c'est uniquement le début et la fin. Uniquement ça. Les unités, super important, Q, c'est des joules, la masse, des kilos, delta T, c'est des kelvins. Alors, très clairement ici, vu que c'est une différence, que ce soit en Kelvin ou Celsius, ou en degrés Celsius, ça change absolument rien. Les deux marchent, mais on essaiera d'utiliser quand même les Kelvin, parce que vous êtes débutant. Et la capacité thermique, là, ça sera des joules par kilo, par Kelvin, par degré Celsius, selon ce que vous utilisez en température. Au final, en fait, plus le matériau va avoir une capacité thermique importante, plus il va falloir lui fournir de l'énergie, de la chaleur, pour le faire monter en température. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'il y a des matériaux, justement, cette caractéristique, le fait d'avoir une capacité thermique très importante, ça va m'être très utile. Par exemple, dans les poêles pour chauffer votre maison, il y a des poêles à inertie. Le but, c'est que je vais chauffer, finalement, les matériaux, ils vont prendre beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, et lorsque je vais couper le feu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me restituer lentement la chaleur qu'il a stockée, pendant très longtemps, parce qu'il en a stocké beaucoup. Au lieu de chauffer et que la majorité de votre énergie, en fait, s'échappe par la cheminée, parce que elle n'a pas pu en fait chauffer votre maison parce qu'il faisait déjà trop chaud dans votre maison, mais là ça va être beaucoup plus doux et ça va prendre plus de temps et ce sera agréable sur du long terme. Donc plutôt intéressant. Par contre, il y a des fois où je veux justement que le matériau monte très vite en température. Ce sera dans d'autres cas. Excusez la tenue, je sors de la douche. Bonsoir. Prenons l'exemple de l'eau. L'eau, ce que je veux, c'est pouvoir le faire passer, en fait, par exemple, je dis n'importe quoi, je veux le faire monter de 20 degrés à 40 degrés. Comment je m'y prends? Eh bien, en fait, l'énergie qui doit être fournie à l'eau pour pouvoir monter, 2 kg d'eau, par exemple, d'accord? Juste 2 kg. Pour faire monter 2 kg d'eau, ce que je vais faire, c'est ma masse, 2 kg, fois la capacité thermique de l'eau, je vous le donne, delta T, ce sera 40 moins 20. Et si on veut le faire en Kelvin, ce sera 40 plus 273,15 moins 20 moins 273,15. Et du coup, en fait, vous voyez bien que les 273,15 vont s'annuler, en fait, du coup, ça n'a rien apporté de passer en Kelvin. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque mon matériau a suffisamment monté en température et qu'il est arrivé à une température critique et qu'il va vouloir changer d'état? Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Eh bien, en fait, pas grand-chose. En fait, finalement, si, il va se passer des choses, mais pas au niveau de la température. Je vais continuer de lui donner de la chaleur, et pourtant, la température ne va pas bouger. L'énergie, la chaleur en fait, qui a été pompée, va être utilisée pour réorganiser la matière à l'intérieur. On prend l'exemple de la glace. Au final, je lui donne de la chaleur supplémentaire, je vais rompre un petit peu les liaisons qui existaient en fait à l'intérieur qui me permettaient d'avoir quelque chose de solide, je romps en fait ces liaisons qui va me permettre d'obtenir de l'eau. La température n'a pas bougé. Au départ quand j'étais de la glace et à la fin quand je suis totalement de l'eau, je suis toujours à 0 degré. Pour réussir à connaître l'énergie nécessaire pour leur faire changer d'état intégralement, du début totalement glace à de l'eau totalement eau, totalement liquide, les formules à utiliser, donc ça va être Q qui est égal à la masse fois L. Q égale M fois L. La Q, c'est donc l'énergie, la chaleur. M, ça va être ma masse. Et L, c'est la chaleur latente. C'est une ancienne norme. Maintenant, on n'utilise plus vraiment cette formule-là parce qu'on va avoir un défaut. On va y revenir un petit peu après. La nouvelle formule qui a été utilisée, c'est que c'est la masse fois delta H. Delta H, c'est ma variation d'enthalpie. Alors, l'enthalpie, je vous l'ai dit, on ne va pas faire de thermodynamique, on ne va pas rentrer dans le fond de la thermodynamique, donc on ne va pas s'en occuper de suite. Là, nous, tout ce qu'on va voir, en fait, c'est que il a fallu donner une énergie, en fait, pour arriver jusqu'au bout. Le truc, c'est que L, c'était dans un cas donné, et lorsqu'il y avait des variations de pression, de pression, et bien en fait, mon L n'était pas toujours très précis. Avec l'enthalpie, je vais prendre en considération la pression, le volume, la température, je prends tout en considération, donc j'arrive à avoir une valeur qui va être beaucoup plus précise et que je vais pouvoir calculer, prédire initialement, alors que L, c'était souvent en fait des valeurs qui étaient empiriques. C'est la raison pour laquelle maintenant on utilise cette nouvelle formule, M fois delta H. Vous, ça ne change pas grand-chose, vous avez juste à taper en fait variation d'enthalpie pour changement d'état, pour un matériau donné, vous cherchez ça sur Google, vous trouvez votre valeur, et c'est terminé. Dans le cas de l'eau, on a dit tout à l'heure, je vais pouvoir monter en température, lorsque j'arrive à la bonne température, je vais pouvoir faire mon calcul, M fois
ΔH. Je vais pouvoir connaître l'énergie nécessaire, la chaleur nécessaire pour changer d'état, et une fois que j'ai fait changer d'état, je vais pouvoir repartir à la hausse, je continue de faire monter ma température. Donc il y a de l'énergie qui a véritablement été consommée juste pour réorganiser ma matière. Bon, on a vu le principe de base, maintenant on va voir un autre truc qui va être super intéressant, c'est les diagrammes de phase. C'est que mon matériau, on l'a dit, il va être solide, liquide ou gazeux. Et ce qu'on peut voir en fait sur le diagramme que je vous affiche, c'est que finalement, mon matériau, en fait, je peux le faire passer de solide à liquide à différentes températures en fonction de la pression. C'est que si j'ai mis en pression mon matériau, et bien en fait j'ai peut-être abaissé ma température de fusion. Et ça va être super intéressant pour nous. C'est que parfois, en fait, le fait de chauffer, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie qui est consommée, et moi, par exemple, en essayant de le mettre sous pression, qui a coûté beaucoup moins cher, ça va me permettre en fait, de gagner de l'argent, parce que pour obtenir le même résultat, il m'a fallu moins d'énergie. Et donc ça, c'est des sujets en fait qui sont très industriels en fait, sur lesquels on va pouvoir beaucoup s'intéresser. Et donc ces diagrammes de phase en fait vont être très importants pour nous. Un point particulier existe, c'est le point triple. Le point triple, c'est qu'à ce point-là, en fait, je peux être solide, liquide ou gazeux. C'est un point qui est super bizarre et que nous, en fait, en tant qu'industriel, en tant qu'ingénieur, technicien, on va pas trop s'approcher. Parce que vu qu'on n'est pas en totale maîtrise autour de ce point-là, on n'y va pas. Par contre, il y a des applications qui peuvent être super intéressantes avec ça. Et c'est souvent en fait des physiciens ou des chercheurs en fait qui vont apporter en fait des nouveaux procédés justement dans ces petits points singuliers. Je vais vous donner maintenant quelques valeurs particulières. On peut voir ici les capacités thermiques de différents matériaux, donc différents métaux, généralement, sauf l'eau. Et on peut voir en fait qu'il y a un matériau qui va sortir un petit peu du lot, c'est le lithium. Vous pouvez voir en fait qu'il est quasiment il va consommer 10 fois plus d'énergie pour changer de température. Et ça, c'est un véritable problème pour nous. Pourquoi? Et parce qu'en fait, sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, vous allez avoir en fait des semi-conducteurs, c'est fait à base de lithium, et ce lithium, il va falloir le faire fondre. Le problème, c'est que pour réussir à le faire passer de 20 degrés à 180 degrés, il a consommé une quantité d'énergie qui est phénoménale, et c'est pas bon du tout. En plus de ça, pour pouvoir le faire passer, pour le faire une fusion, donc de passer de solide à liquide, là encore, il va consommer pas mal d'énergie. Et lorsque je veux avoir du lithium qui va être monocristallin, par exemple pour les panneaux photovoltaïques, et bien dans ce cas-là, en fait, il va falloir contrôler son refroidissement. Il faut que ce soit très lent, c'est sur plusieurs jours en fait où je vais le faire refroidir. Et là encore, consommation énergétique qui est juste démentielle, et c'est pas très très bon. Donc pour le bien de notre planète, on va essayer d'utiliser vos téléphones portables et vos PC jusqu'à ce qu'ils soient totalement morts, et là, à ce moment-là, en fait, on pourra les changer ou les faire réparer. Allez, prochaine leçon, la conduction. À toutes.